Alors, bonjour messieurs, dames. Bonjour les organisateurs, ou rebonjour. Je vous remercie tous d'être venus pour cette deuxième conférence. J'ai rencontré la plupart d'entre vous lors de la première conférence. Donc, on va faire un petit remake de ce qui avait été dit dans la première, sans trop s'éterniser, mais quand même en apportant quelques précisions avec des éléments annexes. Déjà, je vais commencer par mon autocritique, puisque j'avais parlé du programme IDS que les États-Unis avaient mis en place à l'ère de Ronald Reagan. Et j'ai récupéré dans mes documents l'une de ces annotations qui avait été ensuite publiée. Donc, on se remémore, hein, le programme Guerre des Étoiles, Star Wars, lancé par les médias en tant que tel. C'était en fait le programme IDS qui voulait dire non pas identité ou notification. Je pense que j'ai dit ça la première. J'ai le problème avec le I, c'est initiative de la défense stratégique, donc américaine. Donc c'est le vrai nom que Ronald Reagan a voulu officialiser. On va dire officialiser, puisqu'apparemment, ce programme existait depuis le début des années 80. Alors, Reagan avait rédigé le 11 juin 1985, donc là je reprends ses propos, je cite le président américain de l'époque, déjeuner avec 5 grands scientifiques de l'espace passionnant. Certains travaux semblent relever de la science-fiction, sauf qu'ils sont réels. J'ai appris que la capacité de notre navette permettait de placer 300 personnes en orbite. Donc, citation de Ronald Reagan. Le programme spatial aurait eu lieu, donc d'après l'article, il aurait eu connaissance de ce programme qui aurait daté depuis 1980 et qui mettait en avant un programme officieux. Donc, on ne sait pas trop si il a eu lieu et puis s'il a été peut-être que le programme a été commencé mais pas abouti. Vous savez, des fois, on débloque des budgets, puis après on se dit c'est trop cher, donc on arrête. Le programme Solar Warden. Donc là, c'était donc la première, je dis, rectification que je devais apporter. Donc IDS, c'est initiative, le I, de la défense nationale, hein, de stratégique donc pour les États-Unis. Alors, je voulais faire un petit focus parce qu'il y a eu cette affaire de Roswell en 1947. On ne va pas revenir sur Roswell. Mais ce qui est curieux, j'avais eu cette information, c'est que le même jour, le 8 juillet, que le crash de Roswell, trois anciens combattants de l'armée américaine ont signalé qu'il y avait eu au-dessus de l'île de Santa Catalina, dont j'avais parlé, si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là. Santa Catalina, c'est le fief, on va dire, au niveau de l'ufologue Preston Dennett, qui a enquêté pour cette partie de la Californie et qui disait que des gens prétendaient avoir été enlevés près des littoraux par des objets qui rentraient dans la flotte ou qui en sortaient, et quelquefois des objets volants. Et ben, ces combattants signalent qu'il y a eu 6 disques volants au-dessus de l'île de Santa Catalina le même jour que le crash de Roswell. Ça vaut ce que ça vaut. Moi, je n'y étais pas. Donc, je signale ce que ces personnes... Enfin, je veux dire, je signale. Ces personnes ont signalé ceci. Moi, simplement, je retranscris. Ça peut être intéressant pour nos études. Alors, on va revenir un petit peu sur la type et les révélations du Patagone tout à l'heure, où là, je reviendrai sur le porte-avions Nimitz. On peut lancer une vidéo qui est additionnelle. Alors, la vidéo, c'est, voilà, c'est écrit, c'est La vérité est ailleurs. Ce monsieur fait du très bon travail. Alors, des fois, c'est sujet à caution tout de même.
Mais dans l'ensemble, pour moi, ça tient la route. Alors après, comme je vous disais, il faut que vous ayez votre propre liberté de penser et allez piocher ce qui vous parle, ou du moins vérifier aussi. Donc, on peut lancer la vidéo. Alors là, bon, pour le fait, on a l'image de Nick Pope. C'est la personne qui a travaillé auprès du service de la défense britannique sur un secteur de recherche qui avait été, durant lui, sa carrière. C'était le département staff 2A dédié aux ovnis. Et Nick Pope, c'est lui qui a préfacé mon deuxième livre. Il y a possibilité de revenir sur l'image? Ah oui, c'est le truc à défiler. Ah oui, ça c'est la vidéo. Hein, donc, juste, une vidéo, c'est un peu plus dur à. Parce que comme j'avais parlé de l'armée spatiale, donc il y a Trump et tout. Voilà, donc Nick Pope, c'est cette personne. Emmanuel va lancer donc la vidéo. Donc c'est interprété hein, par une personne qui a mis ça sur YouTube. Moi, pour moi, l'essentiel, je dis bien l'essentiel. Ok, donc il peut y avoir quand même une marge d'erreur ou de bon, qu'on peut ne pas être d'accord. Mais pour moi, l'essentiel, c'est pas mauvais. On y va? Secret sur les ovnis du Pentagone, le programme avant selon. Bonjour. Selon Nick Pope, un expert ufologue et ancien membre du ministère de la Défense britannique, Donald Trump aurait découvert des secrets sur les ovnis, et cela pourrait avoir contribué à ses plans pour la création d'une force spatiale militaire américaine. Nick Pope, qui dirigeait le projet OVNI du ministère de la Défense britannique, a déclaré qu'il serait absurde de suggérer que le président américain soit resté dans l'ignorance au sujet des menaces potentielles que représentent les OVNI, comme le pensent certains théoriciens du complot. Nick Pope, souvent surnommé Fox Mulder dans la vie réelle, pour ses recherches officielles sur les OVNI, dit que Donald Trump doit connaître le projet de recherche secret sur les ovnis du Pentagone, le programme avancé d'identification des menaces aérospatiales, qui a été découvert plus tôt cette année. Il serait donc au courant du fait que l'influent comité des services armés des États-Unis a enquêté sur l'argent dépensé de ce mystérieux programme. Nick Pope a déclaré « Trump sait également qu'un comité sénatorial enquête sur un incident survenu en 2004, au cours duquel des pilotes de l'US Navy ont poursuivi et filmé un objet blanc de forme allongée non identifiable qui a voyagé à la vitesse d'un missile balistique au large des côtes du Mexique. » Nick Pope estime que ces connaissances ont peut-être contribué au projet du président américain de créer une force spatiale, une nouvelle branche militaire dédiée à la guerre dans l'espace. La force spatiale devrait être créée d'ici à 2020 et a été défendue par Trump, qui a tweeté sur le sujet en août 2018. Nick Pope a déclaré sur Internet « Certaines théories du complot suggèrent que les projets du président Trump en vue d'une force spatiale reflètent la nécessité de protéger la Terre contre des extraterrestres hostiles. Il y avait déjà eu des théories du complot similaires dans les années 80, au sujet du programme spatial américain de défense antimissile du président Reagan, nommé officiellement Plan d'initiative de défense stratégique, dit aussi guerre des étoiles dans les médias. Bien qu'il n'y ait peut-être aucun lien avec des extraterrestres, le président Trump connaît sûrement tous les secrets des ovnis en Amérique, dont certains ont été révélés plus tôt cette année, dans le cadre du programme d'identification avancée des menaces aérospatiales, et cela peut avoir contribué à son désir de développer une force spatiale militaire. Et bien sûr, il sait que les deux espaces de combat clés de tout conflit futur vont être le cyberespace et l'espace extra-atmosphérique. Il est donc extrêmement important que les États-Unis dominent ces espaces de bataille. Lors de la campagne présidentielle de 2016, Hillary Clinton et son président de campagne, John Podesta, ont fait des déclarations assez fortes sur le thème des ovnis, mais nous ne savons pas ce que le président Trump sait ou pense à propos de cette question. Il sera que la Commission des forces armées de la Chambre des représentants s'intéresse au programme d'identification avancée des menaces aérospatiales du Pentagone, qui a examiné le phénomène des ovnis, et il sera que le comité des services armés du Sénat se penche sur l'incident de 2004, où des pilotes de la marine américaine ont pourchassé et filmé un ovni autour du porte-avions USS Nimitz.
mais nous ne savons pas, par exemple, s'il soutient la décision d'organiser des audiences formelles du Congrès à ce sujet. Nick Pope dit que malgré les théories du complot, il serait incroyable de penser que Donald Trump ne connaisse aucun secret sur les ovnis que les États-Unis pourraient cacher au public. Et il a même suggéré que ces théoriciens du complot attendent actuellement la divulgation complète des connaissances extraterrestres du gouvernement américain et que de nombreux membres de la communauté ufologique croient en un complot aussi vaste, si sombre et si profond que même le président ne le sait pas. Nick Pope a déclaré: ils utilisent des expressions telles que « besoin de savoir » et « déni plausible » pour suggérer que le président des États-Unis est maintenu dans l'ignorance. Ça n'a pas de sens. Si les États-Unis ont la preuve que des extraterrestres ont visité la Terre, le président devrait le savoir, car dans son rôle de commandant en chef, il pourrait être amené à prendre des décisions stratégiques immédiates, au plus haut niveau, si la situation devenait soudainement hostile. Le président a besoin de connaître toutes les choses les plus importantes dans le cadre d'une culture sans surprise. Si quelqu'un dans le complexe militaire ou industriel cache des secrets sur les ovnis au président Trump, ou suggère de garder le silence sur certaines choses, il risque un réveil brutal. Il est un président particulièrement énergique et volontaire, et il ne voudra pas rester dans le noir, ni qu'on lui dise comment traiter le problème des ovnis. La communauté ufologique fantasme sur la divulgation, mais peut-être que le président Trump s'en tiendra à un tweet d'un soir. Nick Pope, qui a dirigé le projet OVNI du Royaume-Uni, aujourd'hui disparu, entre 1991 et 1994, a dit qu'il espérait que le président s'intéresserait à la question et serait heureux d'utiliser son expertise pour l'aider. Il a ensuite déclaré: j'espère que le président Trump s'intéresse personnellement à tout cela, et je serai heureux de collaborer avec lui. Le gouvernement britannique a arrêté son projet sur les ovnis en 2009, et il n'y a donc aucun expert en la matière. Mais après avoir effectué ce travail dans les années 90, je serais ravi de pouvoir vous aider, lors de briefings présidentiels et d'audiences du Congrès, pour expliquer ce que certains d'entre nous, au ministère de la Défense britannique, ont conclu sur les menaces et les opportunités qui découlent du phénomène OVNI, quelle que soit sa vraie nature. Le Pentagone et le département américain de la Défense ont été chargés de créer la nouvelle force spatiale pour assurer ce que Donald Trump a appelé la domination américaine de l'espace. Ce sera la 6e branche des forces armées américaines, aux côtés de l'armée, de la marine, de l'armée de l'air, du corps des marines et de la garde côtière. Donald Trump a déclaré qu'il voulait contrer les développements russes et chinois dans les technologies spatiales et qu'il voulait que les agences américaines mettent en place un système de pointe pour la gestion du trafic spatial. En annonçant cette décision le 18 juin 2018, Trump a déclaré: nous allons avoir l'armée de l'air, mais nous allons avoir la force spatiale, séparés, mais égaux. Le vice-président Mike Pence a ensuite déclaré que la force spatiale était nécessaire pour assurer la domination américaine dans l'espace, face à une concurrence accrue, et aux menaces de la Chine et de la Russie. Il a ajouté que si l'espace était autrefois paisible, et non convoité, il était désormais devenu encombré, et dangereux. Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo. Alors je vais laisser cette vidéo. Ok. Donc pour les vidéos, c'est bon. Alors là, voilà. Donc simplement, bon, c'est une pièce additionnelle par un autre passionné, moi que je trouve intéressante, puisque là on est quand même sur du factuel. Tout ce qui a été dit, ou quasiment dit dans cette vidéo, est vrai. Donc on a quelques images, vous avez vu, hein, mission spatiale STS, on voit eh ben, un, un objet qui, même plusieurs objets qui sortent du champ quand était vers la Station spatiale internationale. Pour en revenir à Nick Pope, effectivement,
Je crois que je l'avais mentionné déjà lors de la première conférence. Euh, les États-Unis ont travaillé en lien étroit en tant qu'alliés, hein, pour des échanges d'informations, que ce soit pour le terrorisme ou autre, entre autres. Nous, ce qui nous intéresse, c'est au niveau des ovnis et donc de Kingdom, les OANI. Pour les OANI, c'est pas encore vraiment intégré en tant que tel. Donc, même au niveau des ovnis, et Nick Pope disait qu'effectivement, que les États-Unis ne jouaient pas franc jeu, finalement, et qu'ils se gardaient bien certaines informations, surtout liées à ce qui pourrait être certaines avancées technologiques. Et là, donc, on voit que le programme ATIP dont je vous ai longuement parlé lors de la première conférence, là, au moins, cette vidéo, elle est bien faite dans cela, puisque vous avez par vidéo cette réalité. Donc voilà, avec des images, c'est vrai que c'est beaucoup plus parlant et un film, c'est quand même plus intéressant. Alors, donc, si on revient à l'affaire du Nimitz, c'est l'un des pilotes qui a décollé du Nimitz. C'est le deuxième pilote, c'est le commandant Favor. Et lui, il s'est beaucoup exprimé au sujet de son intervention. Alors, petit focus sur le porte-avions. Donc là, on rembobine hein, le film, hein, donc on n'est pas encore dans la deuxième conférence vraiment, sur la première. Le porte-avions Nimitz, c'est une capacité en équipage de 5000 hommes. Donc c'est quand même pas mal, effectivement. Et il y a une déclaration qui a été faite par Chris Mellon. Chris Mellon était sous-secrétaire adjoint de la Défense pour le renseignement, sous l'administration de Bill Clinton et George Bush. Et donc il a fait une déclaration, Mellon, et je vais vous la lire. Elle est très très simple. Hein. Il incite le gouvernement américain, au sujet des ovnis, à prendre des mesures pour ce qu'il pense être une menace sérieuse pour la sécurité nationale de son pays. Et il rajoute même ceci, le même schéma revient à chaque fois. Nous sommes face à un vrai problème. C'est une constante inquiétante. Alors, effectivement, il ne parle pas d'extraterrestres. Hein, c'est une possibilité, les extraterrestres. En tant que lui, responsable de la défense américaine, il va déjà s'occuper des menaces, on va dire déjà bien rationnelles, on va dire, tangibles. Eh ben, ce sont toujours les rivaux, hein, russes, chinois, puis voire même l'Iran, éventuellement, pour ce qui est, on va dire, de la coopération internationale. Mais ça peut être aussi en rivaux, on peut aussi mettre les alliés, l'Europe. Hein. Puis si on rentre dans un cadre commercial, c'est vrai que ce n'est pas bon pour les États-Unis que même leurs plus proches alliés, dont le Royaume-Uni, s'accaparent des découvertes, analysent ces découvertes qui débouchent sur des réalisations, voire des applications. Et au niveau commercial, ça peut changer toute la, euh, tout l'ordre que l'on connaît. Les États-Unis toujours en tête de tout, et puis qui gouvernent le monde plus ou moins grâce à toujours cette avancée technologique. Puis c'est avancée technologique, c'est avancée militaire. Donc déjà, pour aller leur taper dessus, en les regardant deux fois. Mais même dans un cas de paix, c'est avancée technologique, c'est surtout avancée commerciale et la rentabilité, comme je le disais lors de la première conférence, le ratio dépenses et rentabilité. Voilà, donc là on est dans le champ spatial. Donc la vidéo elle avait été faite avant la révélation de Donald Trump, de dire voilà, j'officialise le 6e corps d'armée des États-Unis. Il est temps pour notre pays de s'assurer de la sécurité de notre pays et ne plus se contenter de voir l'espace comme un champ d'investigation, d'exploration scientifique et de curiosité. En gros, notre sécurité est mise à mal tous les jours par les concurrents. Et parmi les concurrents, carrément des rivaux qui sont toujours plus ou moins en guerre diplomatique ou en froid avec les États-Unis, Russie, Chine, une partie du Moyen-Orient, et puis voire même quelques-uns des Européens. Alors, bien évidemment, le traité de l'espace qui avait eu ratifié en 1967, il est devenu obsolète puisque, je le rappelle, l'espace peut-il devenir un champ de bataille, ce qui n'était pas concevable dans cette convention. Le traité spatial, bon, il y a cette connotation militaire, oui, mais il y a toujours aussi cette connotation commerciale. Hein. Si par exemple je découvre une lune où je peux installer des choses, je mets le drapeau américain
Et quand les autres viendront, je leur ferai payer au prix fort de rentrer chez moi. Au nom de quoi? C'était ça, hein, au nom de quoi? Alors, je ne vous parle même pas s'il y a des civilisations venues d'un autre monde qui pourraient, elles aussi, visiter, peut-être avoir même découvert avant l'être humain. Donc, au nom de quoi on va s'approprier euh, un astre ou une planète? Donc, quelque part, ça tombe sous le sens. Et là, on voit qu'on a franchi un cap. Les dés sont redistribués. Donc là, clairement, la guerre spatiale est une possibilité lors d'un prochain conflit. Moi, j'interprète les choses comme cela. À vous de vous faire votre idée. Extraterrestre ou pas, on est rentré dans une nouvelle ère. On commence à jouer dangereusement avec certaines forces, certainement. Donc voilà, prochaine image, Emmanuel. Alors voilà, je vais parler d'un homme du renseignement américain. Je lui rends hommage, comme j'ai rendu hommage à Gary McKinnon, comme j'ai rendu hommage à Edward Snowden et bien d'autres personnes, Chelsea Manning par exemple, qui a révélé quand même 2500 warlocks à Wikileaks, donc je rends hommage aussi à Assange, même si ça déplaît fortement certains, moi je rends hommage à ce genre de personnes. Luis Elizondo a démissionné de ses responsabilités pour pouvoir parler. À cause de quoi? Je l'ai mentionné plusieurs fois lors de la première conférence, le secret défense. Ça ne lui permet pas de tout dire, hein, attention, il le dit lui-même, mais grâce à lui, pour nous, à cause de lui, pour les autorités qui lui mettent quand même une patate chaude, il a révélé l'affaire du Nimitz en 2004 et avant le Nimitz, l'USS Princeton. Donc on doit ces informations à cet homme. Et pour moi, c'est de l'eau à mon moulin. Pourquoi? Parce que dans ces affirmations, on parle bien d'objets en relation avec l'espace aérien, mais surtout l'espace marin. Donc ça confirme bien, et du coup, comme je l'avais dit, Harry Reid, le sénateur du Nevada, a monté au créneau et en disant, vous savez, nos marins, donc en parlant des militaires, hein, recueillent des choses, des événements assez insolites et certains pourraient prêter à faire peur, quoi. Il faut qu'on sache ce que c'est. Et c'est pas plusieurs fois, c'est pas qu'une fois, c'est plusieurs fois qu'il y a des choses qui rentrent dans la mer, dans l'océan et en sortent. Et si c'est une technologie étrangère, donc il entendait par là russe, chinois, bon, on va dire hein, les principaux ciblés, on doit le savoir. Ben oui, quelque part, voilà. Et donc là, c'est une affaire américaine. Et si toutefois c'était venu d'ailleurs ou d'un autre monde, on va dire de nature exogène, exotique, eh ben là, le problème, il n'est plus américain, hein, il est planétaire. Puisque ces choses-là, jusqu'à maintenant, n'ont pas été, on va dire, vraiment hostiles, violentes, mais peut-être qu'un jour, ça pourrait le devenir. Donc tout ça pour dire un petit peu qu'il y a quand même des craintes à haut niveau et que ça a toujours été étouffé par des personnes. Et des fois, il n'y a peut-être pas manqué grand-chose hein, pour débloquer. Et c'est pas forcément le grand chef qui bloque. Hein. Des fois, c'est juste en dessous. Hein. Les gens qui veulent pas. Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils veulent pas, ou bon, des raisons, voilà. Ok, donc prochaine image. Alors voilà, donc là, c'est l'objet réel en capture IFR infrarouge de l'appareil qui a filmé cette chose. Alors on a vu tout à l'heure, hein, dans la vidéo, vous avez vu l'avion, le F-18, et puis en dessous, 12 mètres, hein, on a vu un truc blanc en forme de gélule, c'est l'OVNI, mais la véritable forme, c'est celle-ci. Hein. Ok. Après, c'était une représentation 3D. Je crois qu'il va arriver juste derrière. Je ne sais pas, Emmanuel. Voilà. The Nimitz Encounters, rencontre avec le Nimitz, en traduction. Il fait partie de mon fond d'écran, je ne vous le cache pas. Je trouve qu'elle est très belle, cette image. Voici un petit peu à quoi étaient confrontés les F-18 américains. Ok. Prochaine image. Voilà, donc ça, le focus, le retour en arrière pour la première conférence s'arrête là. On ouvre la séquence pour laquelle vous êtes venu aujourd'hui. La suite, Otic. OK. Atlantic Undersea Test and Evaluation Center, autrement dit, centre de tests et d'évaluation en Atlantique. Je pourrais rajouter acoustique, puisqu'il y a des essais acoustiques. Donc, on va aller doucement sur ce qui est Otic.
Donc, image suivante, c'est le logo, OK? Ah, bon, là, on voit très très mal. Bon, c'est un schéma que j'ai récupéré et je m'approche. Voilà, donc, si je me mets devant. Donc, Kotsik se trouve là. Ah, bah c'est bien, tu peux agrandir. OK. Donc, elle est vers les îles d'Andros, donc quelque part dans les Caraïbes, pas loin de la Floride. Et moi, j'ai fait un focus sur cette zone pour deux raisons. Je l'intitule, à tort ou à raison, peu importe, la zone 51 des mers, c'est bien pratique, puisque les gens connaissent la zone 51 au Nevada, d'accord, qui est bien terrestre. Et pour moi, celle-ci, c'est la zone 51 des mers. Euh, c'est une superficie quand même de 1700 km². Donc, prochaine image. Voilà, OK. C'est l'entrée terrestre de Hotek. OK. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Bon, à part qu'il y a des jolis palmiers, ça ressemble presque à un centre de vacances. Non, c'est un centre militaire et c'est même carrément un complexe. Alors les activités, on va y venir petit à petit. Les activités sont bien évidemment militaires, puisque c'est le but, mais il peut y avoir des activités annexes. Je pense à la recherche, et moi, ce truc-là, c'est un véritable complexe. Quand on parle de centre d'essai, de test et d'évaluation, pour moi, tout est dedans. Ce n'est pas limité à voir la zone, à se l'accaparer pour les les territoires maritimes, pour la surveillance, pour des actions, des opérations éventuellement. Bien évidemment, c'est le but hein, d'une stratégie militaire, mais je pense que c'est beaucoup plus que ça, puisque Hotek est quand même situé pas très loin du triangle des Bermudes. Nous sommes d'accord? Et combien de personnes ont vu des choses sortir de vers Hotek ou du triangle des Bermudes, accompagnées de dérèglements magnétiques, électromagnétiques, ou voir d'autres phénomènes euh, que l'on pense suspicieux, même si, encore une fois, on est dans une zone, c'est très, très paradisiaque, hein, les îles d'Andros. Oui, mais vous savez que lorsque les éléments se mettent en colère, hein, c'est paradoxal, hein, là où c'est le plus joli, quand ça se met en colère, ça ne fait pas semblant. Hein. Hein, qu'on soit en haute montagne ou qu'on soit en mer, quand vous essuyez un cyclone, même si, je veux dire, 11 mois et demi de l'année, c'est paradisiaque, on a tous envie d'y habiter, je pense que quand ça dure un cyclone, hein, ne serait-ce qu'un cyclone, hein, quand il arrive, même une ou deux journées, on voudrait être ailleurs. Hein. On est dans un autre monde, on n'est plus dans un monde paradisiaque, on est dans l'enfer. Donc, au niveau de ce complexe situé, il n'est pas anodin et peut-être qu'ils utilisent des forces, les forces des marées, les forces climatiques, les forces sismiques, puisqu'on est dans une zone quand même tectonique. Et à partir de là, bien être malin pour savoir qu'est-ce qui s'y cache.